Jonquille en bouton et Bouddha du Gandhara. Copper et ses 3 amis s'entendaient de nouveau à merveille. Grâce à la lettre de Copper, très certainement, mais peut-être un peu aussi parce que ses amis n'avaient pas attaché autant d'importance qu'ils l'avaient cru à toute cette histoire. Mais, à vrai dire, cela lui était égal à présent. Même s'il s'était fait à tort une montagne de cette affaire, le point essentiel était que, grâce à cela, il avait appris à réfléchir par lui-même à ses actes. Il avait, pour la première fois de son existence, scruté de près ses actes, ses pensées et sa vie. Combien de fois ne lui avait-on pas répété, ne l'avait-on pas obligé à réfléchir à des maximes comme « connais-toi toi-même » ou « assume tes actes ». Cela lui semblait des vieilleries démodées. Chaque fois qu'il lisait ou entendait ce genre de sentence, cela ne lui tirait qu'une réaction ennuyée. Encore? Allez, c'est reparti. Cela faisait belle lurette qu'il connaissait le sens de ces vieilles rengaines. Chaque fois que tombait à un cours un sujet de rédaction tel que expliquer le sens de la phrase, à propos de ce genre de préceptes éculés, il avait toujours la meilleure note de la classe. Oui, il saisissait parfaitement et depuis longtemps le sens de ces préceptes, sauf que, entre comprendre la signification des mots et comprendre en quoi ces mots se rattachent à une vérité, il y a une sacrée différence. Ce n'était que tout récemment que Copper était devenu capable de faire retour sur lui-même pour réfléchir, et il n'en était qu'au commencement. Dans son esprit, des idées adultes et des idées encore enfantines formaient un étrange méli-mélo, des idées et des actes. Certes, cela n'avait rien d'extraordinaire en soi. Copper venait d'avoir 15 ans au printemps dernier, il devenait un peu plus adulte jour après jour, et lui-même s'en apercevait. S'il trouvait la batte de baseball modèle adulte un peu lourde et n'était pas très à l'aise pour la manier, d'un autre côté, la batte modèle enfant que son père lui avait achetée quand il était à l'école primaire lui faisait une sensation étrange. Elle était devenue trop légère, trop courte. Il n'arrivait pas à comprendre comment il avait pu jouer avec un truc pareil jusqu'à maintenant. Bref, il avait bien changé. Son oncle aussi s'en était aperçu. Et pendant les vacances de printemps, après les derniers examens, en attendant la rentrée en seconde année, celui-ci lui avait finalement remis le cahier grand format à la couverture de toile lit de vin, où il avait consigné tout un tas de réflexions à son intention, en lui disant « Tiens, tu devrais lire ça, ça te rappellera des choses. » Soudain, vers l'équinoxe de printemps, chez Copper, la photographie de son père est posée sur l'autel bouddhiste, avec des fleurs dans un vase et des fruits disposés en pyramide. L'équinoxe de printemps est la fête bouddhiste des morts. Alors, même si d'habitude l'autel domestique se faisait plutôt discret, ce jour-là, il était décoré de vives couleurs. Copper était allongé à plat ventre sur les tatamis, un cahier tout nouveau, tout neuf ouvert devant lui, et semblait plongé dans ses réflexions. C'était sa mère qui avait minutieusement choisi ce cahier joliment relié pour son fils. Et maintenant, Copper réfléchissait à ce qu'il allait écrire dedans. Sa mère aussi avait lu le cahier de l'oncle, une fois qu'il l'avait fini. En le lui rendant, elle avait dit à Copper « Maintenant, toi aussi tu dois écrire tes réflexions. » Et elle lui avait donc offert un cahier dans ce but. Et Copper se pressurait les méninges pour trouver une réflexion intéressante à écrire pour inaugurer son beau cahier neuf. Or, les réflexions, ça ne surgit pas comme ça à la demande, ça ne se fabrique pas quand on en a envie. Certes, Copper avait énormément appris en lisant le cahier de son oncle, mais il ne voyait pas ce qu'il pouvait penser de plus que lui. Des sensations, des émotions, il en avait plein, mais ce n'était pas si simple que ça à écrire. Il avait beau y réfléchir, ça ne ressemblait à rien. Sans même s'en rendre compte, l'esprit de Copper s'était détaché de son cahier et traînait plutôt du côté de la cuisine où, précisément, sa mère et la domestique étaient en train de préparer des boulettes de riz enrobées de pâte sucrée de haricots rouges, des hohagi, ces délicieux desserts de la fête de l'équinoxe. Les bonnes idées, ça ne vient pas au creux de la main comme des ohagi. Eh, ce n'était pas mal comme réflexion, on dirait un proverbe. Oui, mais de là à le mettre en tête de son beau cahier neuf, peut-être pas. Alors il décida de laisser tomber l'idée de commencer son cahier pour cette fois, et se leva. Il ouvrit la cloison de papier et vit qu'il faisait un temps magnifique. Les jonquilles commençaient à éclore un peu partout dans le jardin, c'était de toute beauté. Copper descendit au jardin et se mit à se promener au soleil. Les branches d'érable étaient chargées de petits bourgeons rouges qui avaient percé l'écorce dure. Une nouvelle pousse au sommet des aralias, dans leur épais manteau, pointait la tête comme des pousses de bambou, et de petites boules pendaient au bout des fines tiges des andromèdes. La terre meuble du jardin était gonflée de vie, les terminaisons coriaces des branches avaient pris du volume,
d'innombrables bourgeons se tenaient prêts à montrer le bout de leur nez. Le moindre brin d'herbe semblait pousser de toutes ses forces pour sortir le premier. Tout juste, si on ne les entendait pas crier « Regarde, regarde-moi !» Copper se sentait en grande forme. Le moment d'ôter les gros chandails était venu, la saison du doux bruit de la balle de baseball frappée en plein bois n'était plus très loin. Soudain, sous le tuya au coin du jardin, Copper aperçut sa vieille balle en mousse couverte de boue. C'était donc là qu'elle était! Dire qu'il l'avait cherchée partout. Il la ramassa en souriant. Elle s'était donc cachée sans rien dire et avait passé tout l'hiver ici. Combien de fois avait-elle été recouverte par la neige? Combien de fois avait-elle refait surface quand la neige avait fondu? Copper se mettait presque à sa place, et cela lui fit prendre conscience que cette fois, le long hiver était fini pour de bon. Il alla chercher une petite pelle de jardinage rangée sous la galerie extérieure, puis revint et entreprit de déplacer les plantes et les fleurs un peu trop à l'ombre pour les replanter plus au soleil. Car les jonquilles au soleil étaient déjà fleuries, alors que celles qui se trouvaient dans les coins les plus ombragés n'avaient même pas encore leurs bourgeons. Copper fit ainsi le tour du jardin et transplanta tout ce qui en avait besoin. Quelque chose d'autre se demanda-t-il en regardant autour de lui. Près de l'endroit où il avait retrouvé sa balle en mousse, il aperçut une étrange petite pousse. Ah, celle-là aussi. Il commença à dégager la terre autour de la plante mystérieuse. Or, bientôt, il dut se rendre à l'évidence que ce qu'il avait pris pour une pousse continuait profondément. Il croyait dégager un bulbe à 5 cm de profondeur, mais à 5 cm, cela continuait, à 7 cm, cela continuait encore. Il n'avait toujours pas atteint les racines. Le trou prit vite des proportions assez larges et la terre humide s'accumulait en tas au pied de Copper. Dans le trou, plutôt sombre à cause de l'ombre du tuya, seule la pointe était vaguement verte, suivie d'une fine tige blanchâtre. 10 cm, 11 cm, 12 cm, plus Copper creusait et plus sa motivation augmentait. Toujours pas de racines. Il en était à un peu plus de 15 cm de profondeur quand la motivation se changea en véritable excitation. Une plante qui se donne tout ce mal pour voir le jour, cela méritait le respect. 20 cm et toujours pas de racines en vue. Soupçonneux, Copper regarda la tige blanchâtre qui émergeait des profondeurs. À vrai dire, cela ressemblait plus à un poireau qu'à une fleur. Combien de temps lui avait-il fallu pour faire pousser tout cela? Ce n'était manifestement pas l'affaire d'une ou 2 semaines. Autrement dit, il fallait qu'elle s'y soit prise très très tôt. La terre devait être encore recouverte de neige quand la plante se dit « Ah, le printemps va arriver, je peux commencer à lancer un germe ». Et dans les profondeurs de la terre, petit à petit, sans désemparer, elle avait grandi pour finalement en voir le bout. Ça, c'était de la persévérance. Du fond du cœur, Copper lui tira son chapeau. Une plante capable d'un tel travail solitaire, sans tambour ni trompette, méritait tous les hommages. Pour Copper, ce n'était plus n'importe quelle plante, c'était quelqu'un. Bravo! Non là, vraiment, je te dis bravo! Il redoubla d'ardeur et recommença à creuser avec le sentiment d'engager la conversation avec un nouvel ami. Enfin, les racines apparurent. Copper reconnut immédiatement un bulbe de jonquille. Comment un bulbe de jonquille avait-il pu se trouver enfoui à une telle profondeur? Copper ne l'expliquait pas. Mais une chose était sûre, la plante n'en était pas morte, et malgré cet énorme poids de terre qui devait l'étouffer, elle avait mis toute sa force vitale à pousser en direction de la chaleur du soleil. Sans se décourager, elle avait tendu sa tige vers la lumière. Copper prit dans ses mains cette jonquille exceptionnelle. Elle faisait bien 30 cm et c'était comme une amie-fleur qui sortait de terre. Évidemment, avec sa tige blanchâtre, elle ressemblait plutôt à un poireau, et il fallait le savoir pour reconnaître une jonquille à la tête légèrement colorée de vert. Copper creusa un autre trou aussi profond, mais en terrain beaucoup plus ensoleillé, à proximité d'autres jonquilles qu'il avait déjà déplacées, et replanta son ami en protégeant de terre la délicate tige blanche. Les autres jonquilles tendaient leurs belles feuilles vert vif, toutes propres, leurs boutons jaunes entr'ouverts. À côté d'elle, sa nouvelle amie n'était encore qu'un bourgeon à peine sorti de terre. Mais Copper sentit une bouffée de fierté lui monter aux joues. C'était comme s'il voyait la tige pâle lui envoyer sa force par transparence à travers la terre. « Oh oui, même à cette profondeur, il n'est pas question de rester confiné. Tu vas absolument grandir et pousser. » Et il se le répéta pour bien s'imprégner. « Tu veux absolument grandir et pousser. » Cette volonté était clairement exprimée dans les 3 petits centimètres de couleur verte qui pointaient fièrement la tête. Ou plutôt non, ce n'était pas seulement cette petite tête verte qui l'exprimait. La même volonté irrépressible de pousser et de grandir se manifestait aussi dans les branches de l'érable, dans les feuilles à 8 doigts des aralias, dans les tiges de l'andromède et dans le moindre brin d'herbe. Tous s'étaient mis à pousser de toute leur force. Copper
oubliant de nettoyer la terre sur ses mains, s'abandonna à la chaude lumière du soleil. Il se sentait plein d'énergie. Oui, cette force qui désirait tant grandir et se développer existait aussi dans son corps à lui. Il la sentait bouger. Ce soir-là, Copper se trouvait avec son oncle à bavarder dans le bureau de travail de celui-ci. Tout était tranquille. Par la fenêtre entr'ouverte, un air frais s'immisçait dans la pièce avec un léger parfum de fleurs de girofle venu d'on ne sait où. Mais, mon oncle, est-ce vrai que les premières statues de Bouddha sont d'origine grecque? Tout à fait. C'est ce qu'ont prouvé les savants anglais et français après de longues et laborieuses recherches. Non, tu es sûr? Copper garda une moue aux lèvres, il n'était manifestement pas convaincu. Copper était venu pour apporter les ohagi que sa mère avait préparés. Mais son oncle l'avait gardé à dîner et maintenant, il bavardait dans son bureau. La conversation était passée de la tradition de la fête des morts aux équinoxes à la statue bouddhique, et ils en étaient à se demander quand et par qui avaient été sculptées les premières statues de Bouddha. C'est là que l'oncle avait dit que les premières statues de Bouddha ne dataient pas de plus de 2000 ans et étaient l'œuvre de sculpteurs grecs. Copper en était si surpris qu'il ne parvenait pas à le croire. Toutes les sculptures grecques qu'il connaissait étaient fines et belles, corps harmonieux, visage pur, membres déliés, alors que les Bouddhas, pour ce que Copper en connaissait, comme le grand Bouddha de Kamakura ou le grand Bouddha de Nara, étaient au contraire adipeux, visage rond, paupières lourdes, yeux fermés et plongés dans de profondes pensées. Peut-être exprimait-il une compassion et une dignité infinies, c'est possible, n'empêche que pour les jeunes comme lui, ils étaient surtout sinistres et sombres. Et puis, aussi bien dans leur visage que dans leur corps, ils ne voyaient pas la moindre apparence occidentale. Au contraire, qu'y avait-il de plus oriental que la statuaire bouddhique? Alors que les Grecs, les créateurs de la sculpture grecque, avaient inventé la statuaire bouddhique, c'était un peu difficile à avaler. Parce que tout de même, mon oncle, le bouddhisme est apparu en Inde, non? Exact. Et les premières statues de Bouddha ont effectivement été sculptées en Inde. Géographiquement, c'est bien en Inde, mais elles sont l'œuvre de sculpteurs grecs et non pas indiens. Vraiment? Regarde cette photographie. L'oncle ouvrit un gros album relié et s'arrêta sur une page illustrée. Plusieurs gravures de statues de Bouddha étaient disposées en vis-à-vis des sculptures grecques. Alors, tu ne trouves pas qu'elles se ressemblent? C'est vrai, ces Bouddhas-là possédaient un visage qui, bien que reconnaissable au premier coup d'œil, avait quelque chose d'occidental, et les plis de leur tunique rappelaient ceux de la statuaire grecque. Ils sont un peu bizarres, ces Bouddhas, dit Copper. Bizarres? Comment ça, bizarre? Eh bien, déjà, ils ont l'air d'occidentaux. Exactement. Si je te dis que ces Bouddhas sont l'œuvre de sculpteurs occidentaux, ça ne t'étonnera pas vraiment, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a quelque chose qui ne ressemble pas aux statues grecques, tu ne trouves pas? En premier lieu, les ongles, les longs lobes d'oreilles, et puis les visages qui expriment un état de profonde méditation typique du Bouddha. Ça ne fait pas de doute. C'est vrai, ces Bouddhas semblaient à mi-chemin entre les statues grecques et les statues bouddhiques du Japon ou de Chine. Ils ressemblaient aux deux et se différenciaient des deux. D'où viennent-ils alors, mon oncle? Eh bien, ce sont des Bouddhas du Gandhara. Du Gandhara? Qu'est-ce que c'est le Gandhara? C'est le nom d'un ancien royaume qui était situé au nord-ouest de l'Inde. L'oncle de Copper lui donna alors des détails sur ce royaume du Gandhara. Comme tu le sais, au nord-ouest de l'Inde se trouve un pays appelé l'Afghanistan. Une grande rivière prend sa source en Afghanistan et se jette dans l'Indus. C'est la rivière Kaboul. Avant de rejoindre l'Indus, la rivière Kaboul passe à proximité d'une ville appelée Peshawar. C'est la région autour de Peshawar qui s'appelait autrefois le Gandhara. Il y a une centaine d'années environ, plusieurs statues bouddhiques ont été exhumées dans la région. Puis en 1870, un archéologue britannique appelé Leitner a effectué de nombreuses fouilles et rapporté ses trouvailles en Angleterre qui ont rapidement suscité l'intérêt des historiens de l'art du monde entier. Parmi ces vestiges, il y avait de nombreuses statues de Bouddha. Le bouddhisme est né en Inde. Le Bouddha Sakyamuni est né il y a environ 2500 ans. Il était prince de la ville de Kapila, au cœur de l'Inde. Il a commencé à délivrer son enseignement après de longues et austères études, pour libérer l'homme de la souffrance. Mais cela, tu le sais. Le bouddhisme s'est répandu progressivement, en particulier quand 200 ans environ après la mort de Sakyamuni, le roi Asoka du royaume de Magadha a employé la force pour diffuser le bouddhisme, y compris à l'extérieur de son royaume. Le bouddhisme est ainsi devenu une religion très puissante avant d'être progressivement supplanté par l'hindouisme, puis encore plus tard par l'islam. De fait, le bouddhisme a presque entièrement disparu de sa terre natale,
l'Inde. Œuvres d'art, constructions, stèles, tout a été détruit ou enseveli, et plus personne ne sait où elles sont. Au XVIIIe siècle, l'Inde est devenue colonie britannique. Afin de gouverner sa nouvelle colonie, l'administration britannique s'est dit qu'il lui fallait étudier son histoire. Or, on s'est aperçu que les Indiens, aussi étonnant que cela puisse paraître, et alors même qu'ils conservaient de très nombreux et très anciens textes sacrés, ne s'étaient jamais vraiment préoccupés de consigner leur histoire. En l'absence d'annales et de récits historiques, il a bien fallu s'en remettre aux vestiges archéologiques. Le gouvernement colonial a donc engagé, il y a environ un siècle, un vaste programme de fouilles qui a abouti à la découverte un peu partout de nombreux artefacts antiques, stèles, ruines, objets d'art, pièces de monnaie, etc. On peut dire que l'histoire de l'Inde est maintenant à peu près reconstituée. De même, les étapes du développement de l'art bouddhiste en Inde sont aujourd'hui à peu près établies. C'est à cette occasion que les Bouddhas du Gandhara ont été découverts et reconnus comme les plus anciennes représentations sculptées du Bouddha. Comme tu l'as très bien vu, les corps et les visages de ces statues de Bouddha ont un aspect étonnamment occidental. D'un point de vue stylistique, elles représentent des similitudes avec les statues grecques, pour certaines très proches d'un Apollon grec. En fait, cela seul ne voudrait pas dire grand-chose car les créateurs auraient très bien pu emprunter la technique de la statuaire grecque, mais un détail nous montre qu'ils n'étaient pas indiens. Le fait que les Bouddhas ont des cheveux noués en chignon. Or, dans le bouddhisme, les bonzes se rasent la tête. Et nous savons que Sakyamuni lui-même avait la tête rasée. Cela est expressément précisé dans les sutras. Si les auteurs des Bouddhas du Gandhara avaient été indiens, ils ne les auraient jamais affublés de cheveux. Plus probant encore, des sculptures bouddhistes bien plus anciennes que les Bouddhas du Gandhara ont aussi été découvertes. Mais dans celles-là, le Bouddha n'est jamais représenté sous forme humaine. Non parce que les Indiens ne savaient pas sculpter des figurines humaines, mais bien par choix. La preuve, c'est que des figures humaines sont bien représentées dans ces sculptures anciennes, et remarquablement, mais jamais le Bouddha lui-même, qui est symbolisé par un arbre, la roue du Dharma ou un mausolée. Le stupa de Sanchi, par exemple, est un mausolée bouddhiste qui date de ce roi Asoka dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le stupa, ou tumulus bouddhiste, est muni d'une porte qui date de 100 ou 150 ans avant notre ère. Sur ce portail sont sculptées les scènes de la vie de Bouddha, mais comme je viens de le dire, le Bouddha lui-même n'est évoqué que par la présence de symboles, jamais sous forme humaine. De sorte qu'on peut affirmer que les Indiens, 300 ou 400 ans après la mort de Sakyamuni, ne gravaient pas la figure du Bouddha sur des statues. Peut-être comme l'a dit un érudit, parce que cela n'a pas de sens de représenter sous des traits humains ce qui est plus noble que l'homme. En tout cas, cela renforce l'idée que ceux qui ont réalisé les statues du Gandhara ne devaient pas être des Indiens. Et pourtant, les expressions faciales des Bouddhas du Gandhara sont sans équivalent dans la statuaire grecque. Alors que les dieux grecs ont un visage lumineux et ouvert, ces Bouddhas arborent une expression réfléchie, une profonde intériorité, et donnent une impression bien différente. Même si les traits stylistiques rappellent la statuaire grecque, l'atmosphère que dégagent ces statues reste éminemment indienne et bouddhiste. Compte tenu de tout ce que je viens de dire, il apparaît justifié de penser que les artistes qui ont sculpté les Bouddhas de Gandhara étaient des Grecs qui avaient longtemps respiré l'air de l'Orient et s'étaient profondément imprégnés de l'esprit du bouddhisme. Évidemment, cela pose une question. Y avait-il vraiment des Grecs au Gandhara? Eh bien, la réponse est oui, absolument. Dans le nord-ouest de l'Inde et de l'Afghanistan, de nombreuses pièces de monnaie anciennes ont été exhumées, en particulier des monnaies des royaumes de Bactriane et de Kuchan, qui occupaient ces régions il y a 1800 ans, il y a 1800 à 1900 ans, autrement dit autour du 1er et 2e siècle de notre ère. Sur ces monnaies sont gravées des représentations de dieux indiens, de Bouddha, mais également de dieux grecs et surtout des inscriptions en écriture grecque à côté d'inscriptions en sanskrit. Cela prouve que non seulement des Grecs étaient présents dans cette région à cette époque, mais qu'ils étaient même relativement nombreux. Comment se fait-il qu'autant de Grecs vivaient dans le nord-ouest de l'Inde au 1er siècle de notre ère? Eh bien, c'est une conséquence des conquêtes d'Alexandre le Grand. Tu en as certainement entendu parler. Alexandre, à la tête d'une armée de coalition des cités grecques, franchit le détroit de l'Hellespont qui sépare l'Europe à l'Asie en 334 avant notre ère. Au cours de la campagne militaire qui suit et qui durera plus de 10 ans, il fonde un immense empire sur le continent asiatique. À l'époque, le puissant empire perse s'étendait de la Syrie et de l'Égypte sur les rivages de la Méditerranée jusqu'à l'Indus. L'armée d'Alexandre traversa l'empire perse d'un bout à l'autre comme un ouragan.
Non seulement il conquit la capitale de l'Empire perse, Babylone, en Mésopotamie, mais il ne s'arrêtait pas en chemin et poussa son armée jusqu'à l'Afghanistan actuel, l'Asie centrale et les territoires situés sur la rive est de l'Indus. Une fois achevé sa conquête de l'Inde en 323 avant notre ère, Alexandre le Grand retourna à Babylone et posa les bases de son nouvel empire. Il mourut malheureusement la même année, à peine âgé de 32 ans ou 33 ans, l'esprit toujours plein d'idéaux démesurés. Et quels étaient ces idéaux ? Il rêvait d'unifier les civilisations de l'Orient et de l'Occident au sein d'un immense empire. Pour donner l'exemple, il épousa une princesse perse et recommanda à ses généraux de faire de même. Au cours de ses conquêtes, dans chaque contrée, il fondait une ville pour y fixer des colons grecs. Ainsi, pensait-il, les Perses s'helléniseraient peu à peu, et les Grecs se perséfieraient, donnant à terme naissance à une civilisation à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Sa grande œuvre fut de poser les prémices d'une propagation durable de la culture hellénistique en Asie, laquelle finit par se fondre dans la culture asiatique. Alexandre mourut après une courte décennie d'activité extraordinaire, mais même après sa mort, les Grecs continuèrent à migrer vers l'Est, et les échanges entre l'Est et l'Ouest se développèrent pendant des siècles. C'est pourquoi les Grecs étaient nombreux dans le royaume de Bactriane, une région du côté de l'actuel Afghanistan. Et il y a environ 2000 ans, ces Grecs affluèrent progressivement vers l'Inde du nord-ouest. Ils s'étaient fondus dans la culture indienne tout en lui incorporant un flux de culture grecque. Ils connaissaient la statuaire grecque tout en respirant un air profondément bouddhiste. C'est ainsi que les premières statues de Bouddha sont nées entre leurs mains. Tu vois, Copper, conclut son oncle après sa longue explication, les statues de Bouddha ne sont pas apparues spontanément sous le seul effet de la spiritualité bouddhiste. Elles ne sont pas non plus le simple résultat de la technique grecque. Elles ont été rendues possibles par le lien qui s'est créé entre les deux. Avant cela, il n'y avait pas de statue de Bouddha, même si le bouddhisme était pratiqué depuis des siècles. Cette fois, Copper voulait bien être convaincu que les premières statues de Bouddha étaient l'œuvre de sculptures grecques, mais cela lui causait tout de même une impression étrange de penser que la statuaire bouddhiste était le fruit conjoint de l'Orient et de l'Occident. Mais alors, mon oncle, le grand Bouddha de Nara aussi ? Tout à fait, ce sont des Japonais qui l'ont réalisé, mais selon des techniques importées de Chine, et la Chine les avait apprises de l'Inde, et donc si on remonte le fil, on aboutit au Bouddha du Gandhara, et de là à la statuaire grecque. Tu es sûr ? S'exclama Copper. Son oncle reprit. Les représentations sculptées du Bouddha, apparues pour la première fois au Gandhara, se sont répandues rapidement dans toute l'Asie et sont devenues monnaie courante. De Java au sud-est jusqu'en Chine, en Corée et au Japon au nord-est. En chemin, elles se sont enrichies des caractères propres à chaque culture et à chaque peuple qu'elles rencontraient, et se sont ainsi peu à peu modifiées, chaque culture ajoutant ses traits spécifiques, sans toutefois perdre l'excellence du savoir-faire grec. Ici, l'oncle de Copper fit une pause. Il réfléchit un moment avant de reprendre sur un tout autre ton. D'ailleurs, la première statue de Bouddha est arrivée au Japon en 552, soit l'an 1212 de la fondation de la dynastie impériale, il y a environ 1600 ans. Les transports n'étaient pas très développés à l'époque, cela va sans dire. On ne voyageait pas entre le Japon et la Chine, ou entre la Chine et l'Inde, sans risquer sa vie, surtout compte tenu des hautes montagnes de l'Asie centrale et des déserts qui séparent la Chine de l'Inde. Il n'existait aucune route maritime à l'époque, il fallait donc franchir un à un les obstacles terrestres. Même aujourd'hui, passer d'Inde en Chine ou de Chine en Inde par l'Asie centrale n'a rien d'une promenade. Alors tu imagines, il y a 1000 ou 2000 ans, les difficultés que cela devait représenter ? Copper, tu te rends compte du chemin qu'a parcouru cette statue de Bouddha avant d'arriver au Japon ? Tu as certainement déjà entendu l'aphorisme « L'art et le savoir ne connaissent pas de frontières ». Et c'est bien vrai, ni la chaîne de l'Himalaya, ni celle de l'Hindu Kuch, ni la cordillère du Kunlun, autrement dit, les montagnes les plus hautes du monde, ni le grand désert du Taklamakan, n'ont été capables de stopper la diffusion de l'art. Quand on pense que l'influence grecque, il y a 1000 et quelques centaines d'années, a franchi ces obstacles, puis traversé toute la Chine d'ouest en est pour atteindre tout au bout le Japon, c'est tout de même remarquable, tu ne trouves pas ? Effectivement, Copper était vraiment étonné, estomaqué même. Pour tout dire, il ne savait pas quel nom donner à son excitation. Surtout que ça ne concerne pas seulement les statues de Bouddha, Copper. Le trésor impérial conservé au Choso-in à Nara regorge d'objets d'art venus d'Inde, de Perse, d'Afghanistan et qui ont voyagé jusqu'au Japon au 8e siècle. À l'époque, nos ancêtres ne connaissaient ni l'histoire ni la géographie des autres régions du monde, mais cela ne les empêchait pas, sans le savoir, de faire partie de l'histoire mondiale.
Et bien que le Japon ne fût, pour ainsi dire, qu'un enfant en ce temps-là, comparativement à l'histoire mondiale, ses habitants étaient déjà capables de reconnaître la beauté et la valeur d'une œuvre d'art, quand ils en voyaient une, même venant d'une autre culture. Ils ont accueilli cette supériorité artistique et technique avec grand intérêt, ce qui leur a permis d'élever le niveau culturel de leur pays. C'est ainsi que les Japonais ont rejoint la voie de l'histoire mondiale et ont progressé sur cette voie selon la façon qui leur est propre. Cooper sentit ses yeux s'écarquiller. Quand il pensait à la distance qui séparait la Grèce de son pays tout au bout de l'extrême-orient, et aux milliards d'individus qui étaient nés, puis morts, en 2000 ans d'histoire, et tous ces peuples rencontrés, traversés, dont chacun avait apporté sa pierre à l'édifice, quelle vision extraordinaire! Cooper se sentait ému, secoué. Le vent nocturne apportait un parfum de clous de girofle. Cooper restait muet, à regarder fixement la lampe posée sur le bureau. Cette chose qu'il avait sentie dans le jardin l'après-midi, qui ne pouvait pas s'empêcher de grandir, au cours des milliers et des milliers d'années de l'histoire, elle était déjà devenue si grande et belle.